Avant de passer à table, parce que vous avez faim, donc on ne va pas trop abuser, mais on a la chance d'avoir Jean Galfion pour venir nous présenter un peu son parcours de sportif de haut niveau en tant qu'athlète et perchiste. Et maintenant, marin et marin professionnel, puisqu'il est affilié au Pôle France Course au Large par la forêt. J'ai la chance de le côtoyer là-bas. Peut-être qu'avant de commencer cet échange avec Jean, on va commencer par une petite vidéo qui retrace un peu ses exploits et cette transition de la perche vers la mer. Atlanta en 1996. Aujourd'hui, Jean Galfion a fait de sa perche un mât, il y a ajouté une voile, il est devenu skipper professionnel. Jean-Pierre Ferré et Jean-Christophe Cortès l'ont rencontré à La Forêt-Fouesnant dans le Finistère. Atlanta, 2 août 1996. Jean Galfion franchit une barre à 5,92 m et devient champion olympique. Un bond qui le propulse aux côtés de Marie-Josée Pérec, chef de file de l'athlétisme français. Mais la star de la perche a déjà un petit bateau dans la tête. La passion pour la mer et les bateaux, je l'ai depuis tout petit. C'était les seuls romans, livres que j'arrivais à lire quand j'étais petit, les romans de mer. J'étais bercé par toutes ces histoires. Alors, à la fin de sa carrière de perchiste, il se dirige tout naturellement vers la mer. La star devient moussaillon. Avec humilité, le jeune retraité fait ses armes sur le bateau français de la Coupe de l'América, puis pas à pas, il s'initie au grand large. La course au large, ce qui se passait loin là-bas quand on voit plus la terre et quand on est au milieu de l'océan, ça m'a donné vraiment envie. Au début, j'étais vraiment un petit garçon qui regardait les grands champions. Par contre, ce qui a été aussi très instructif, c'est de redémarrer à zéro. Hein. Voilà, c'est pas toujours simple. Et en 2008, il participe à sa première course transatlantique. Puis il trouve un sponsor, achète ce bateau de 12 mètres et commence à gagner quelques régates. De l'athlétisme à la voile, l'esprit de compétition ne l'a jamais quitté. C'est complexe de monter un projet à la perche. Pour être champion olympique, c'est pas évident, évidemment. Et à la voile, pour monter son projet, c'est pas simple non plus. C'est toute la démarche qui est vachement géniale, qui est enrichissante. Après, on gagne, c'est mieux quand même. Hein. C'est la compète, on fait ça pour ça, c'est sûr. Mais ouais, donc ça m'a jamais lâché. Non. Depuis 7 ans, Jean Galfion progresse, étape par étape, un peu comme à la perche où les records s'améliorent centimètre par centimètre. Athlète, son Graal était de franchir 6 mètres. Désormais, il rêve de traverser l'Atlantique en solitaire et pourquoi pas un jour gagner la prestigieuse route du Rhum. Et parmi nos anciens... Le départ à la route du Rhum, c'est dans une semaine. La transition perche, course au large, tu l'as faite il y a quelques années déjà. Tu dis dans le petit reportage que repartir à zéro, je ne suis pas sûre que tu aies dû repartir à zéro pour tout, mais peut-être, qu'est-ce qui t'a amené en fait à... Qu'est-ce qui a permis cette transition Est-ce que tu t'es servi déjà de ton passé d'athlète, de ta préparation, du suivi médical pour faire cette transition réussie vers la course au large? Bonjour. Alors le film date un tout petit peu, parce qu'entre-temps il y a déjà eu une première route du Rhum et que je n'ai pas gagnée, mais celle-là je ne sais pas si je l'ai gagnée non plus, mais en tout cas les choses ont évolué. Ma transition de perchiste à skipper en fait est assez, pas brutale, mais instantanée, ou presque. En fait le coup de dépression de la fin, souvent on parle des sportifs de haut niveau qui partent dans une déprime, parce qu'il faut s'y faire, le fait qu'on retombe dans l'anonymat et repartir sur quelque chose d'une vie normale est un peu dur. Moi, ça a duré une demi-heure à peu près à l'aéroport de Malmö, où en fait je finissais les championnats du monde d'athlétisme à Helsinki, où c'était, je crois, le 3 août en 2005, et puis le 7 août, j'étais à Malmö pour l'acte 3 de la Louis Vuitton sur les classes américaines, parce que c'était ma porte d'entrée pour naviguer, c'était les bateaux de Coupe de l'América. Donc j'ai appris moi à faire de la voile sur un classe américaine. Je n'ai jamais fait d'optimiste, jamais fait de voile légère, de rien, donc autant dire je connaissais absolument rien du tout. Et je faisais la préparation physique de l'équipage. Donc c'était ma porte d'entrée en réalité pour rentrer dans ce monde de la course, pas au large, mais la course sur la coupe. C'était d'abord l'apport en préparation physique, parce que venant de l'athlète, c'est à peu près 80% de notre préparation, c'est du physique, et il y a une culture autour de cette préparation physique qui est très forte en athlétisme. Et derrière, j'étais en forme pour tourner les manivelles, donc ils m'ont collé sur les colonnes de Winch. Et c'était extrêmement intéressant pendant 2 ans en Espagne à apprendre tout ça. Et à la suite de cette aventure, moi j'étais avec plein de garçons qui faisaient de la course au large,
étant quand même un peu breton, c'était ces histoires-là qui m'avaient passionné, c'était la roue du Rhum, c'était ces grands noms, et ils m'ont mis dans la tête que ça pouvait m'intéresser, ça pouvait me concerner en tout cas. J'ai monté un projet, je suis arrivé au Pôle France Finistère Course au Large comme co-skipper, je suis parti avec un autre skipper qui avait plus d'expérience que moi sur une première transat qui n'a pas été extraordinaire. Mais bon, ça m'a pas ralenti dans le fait que je voulais vraiment faire ça, découvrir le métier, apprendre et toujours apprendre pour me sentir un jour un peu plus légitime et me sentir à l'aise sur les bateaux. Donc j'ai commencé très tard, j'avais 37 ans, hein. Et donc c'est il y a 10 ans à peu près. Donc derrière j'ai eu beaucoup de lacunes techniques, de feeling. La technique ça s'apprend et le feeling on l'a pas, ou en tout cas il faut un peu plus de temps. Ce qui m'a permis peut-être de me sentir à l'aise tout de suite par rapport à ma première vie, c'était déjà mon apport physique, ma qualité physique était bonne, mon condition physique était bonne. Néanmoins, j'ai dû m'adapter énormément. Je me rappelle mes premières sorties sur la coupe, sur les bateaux de la coupe, j'avais l'impression d'être au bagne. C'était horrible, j'avais des courbatures partout, j'avais des ampoules dans les mains. Et puis en fait, petit à petit, je me suis endurci. Je crois que c'est évidemment pas du tout les bonnes qualités physiques. Je me suis transformé, je suis devenu plus robuste. Et aujourd'hui, mon entraînement n'a plus rien à voir avec celui d'athlète. Je fais des choses plus générales, de circuit training, de cardio toujours, parce que sur les phases de manœuvre, il faut monter assez haut en cardio, et aussi récupérer le plus rapidement possible, et tout ça dans un inconfort absolu, parfois. Donc c'est sûr que ça n'a rien à voir si j'avais été athlète et qu'on m'avait plongé une nuit en mer à part 30 nœuds avec des creux, je crois que ça aurait été insupportable. Et puis bon, le corps s'adapte, c'est comme ça, avec un peu de temps, mais il s'adapte. Je pense que ce qui m'a fait du bien aussi de cette première vie, c'était la gestion du stress. En athlète, quand on est sur des jeux, le stade, il y a 70, 80 000 personnes. Il y a tout un enjeu autour médiatique qui est très fort sur l'athlétisme autour des Jeux Olympiques. On sent que c'est le sport roi qui est attendu. En France, des champions olympiques, des chances de médaille, il n'y en a pas beaucoup. Donc tout ça est un peu compliqué à gérer. Donc la gestion du stress, quand on se retrouve dans ce stade, est extrêmement important. Donc j'ai appris ça avec le temps dans cette première vie, dans la deuxième vie, quand ça se complique sur l'eau, je pense que c'est une qualité d'arriver à redescendre d'un cran toutes les émotions pour ensuite éviter la loi de Murphy qui part. Alors ça par contre, j'ai pas toujours les solutions pour gérer, mais bon. En tout cas, la loi de Murphy qui dit qu'un problème en engendre un autre est réel sur les bateaux, on sait. Donc arriver à se canaliser, à descendre et se dire de mettre dans la priorité des choses à faire pour justement caler et pas continuer à entrer dans le rouge. Donc voilà, je pense que c'est une de mes qualités de sportif de haut niveau que j'ai acquis dans cette première vie. Après, derrière, sur la gestion pour atteindre un projet, un objectif de haut niveau, quel que soit son domaine, en fait, je pense qu'il est le même. Il faut de l'organisation, beaucoup d'abnégation et patience, avec tout ce qui va avec comme ingrédient pour mener à bien un projet, mais ça demande beaucoup de réflexion dans l'organisation et dans les choix, mais ça on retrouve ça je pense dans n'importe quel domaine. Alors ça aussi c'est quelque chose que j'avais acquis, surtout avec mon premier entraîneur, Maurice Ouvion, qui disait lui dans la performance c'est 60% d'organisation, et derrière après on met ce qu'on veut, mais c'est les qualités de chacun. Donc j'ai essayé d'apporter ça, j'ai essayé d'être rigoureux dans l'organisation, pas aller plus vite que la musique, surtout sur un bateau, surtout à la course au large, surtout en arrivant tard. Et pareil, Maurice Ouvion me disait souvent doucement cocher, nous sommes pressés. Donc c'était toujours c'était quelqu'un qui m'a beaucoup apporté encore aujourd'hui quand je me retrouve dans cet univers où il prônait l'envie, il prenait l'enthousiasme et on ne pouvait pas considérer d'aller sur un entraînement sans cette étincelle. Et quand je vais sur l'eau, moi j'aime bien sentir que je suis heureux d'être sur l'eau, heureux d'être avec les gens avec qui je suis, parce que ça vaut triple comme sortie et comme apprentissage et ça fait passer aussi les moments un plus inconfortables de toutes les manières. Donc, je ne sais pas si... Médicalement, je ne sais pas si je peux raconter d'autres choses plus précises. C'est pas les mêmes pathologies déjà si on fait les comparaisons entre les deux univers. En saut à la perche, il y a beaucoup de traumatologies liées aux chutes, mais aussi à l'impulsion, le dos, les épaules. Et puis bien sûr après les problèmes d'athlète, claquage ischio, quadri, et au niveau des tendons d'Achille, voilà, ça c'est un peu
les pètes des athlètes en général, il y en a d'autres, mais là maintenant sur le bateau c'est oui, un peu de traumatologie sur des chocs, sur les chutes dans le bateau, des petites entorses. Après j'ai découvert aussi, malheureusement, mais c'était pas trop grave, qu'il faut la gestion des infections sur le bateau qui prennent des proportions qu'on ne peut pas imaginer, alors qu'à terre c'est anodin. J'ai fait les frais l'année dernière. Bon. Enfin voilà, donc du coup, c'est une autre façon aussi de voir de gérer son corps. Et que autant avant la machine était le corps et aujourd'hui c'est le bateau, et on n'a pas tendance à pas le considérer suffisamment assez tôt pour s'apercevoir que c'est aussi important que la machine. Donc j'essaie de faire attention avec Laure, j'essaie de faire attention à mes bobos qui, je pensais avant, étaient anodins, et maintenant j'essaie de faire attention. Voilà. Donc voilà les grands écarts médicaux, on va dire. Après, la forme physique, oui, le sommeil, mais la bonne forme physique générale, souvent quand même permettent d'encaisser beaucoup de choses. Merci Jean. Peut-être qu'il y a des questions? Juste, là, bon, on est beaucoup de médecins du sport. Peut-être nous dire ton expérience dans ta carrière de sportif, de l'accompagnement médical que tu as pu avoir au INSEP, sans doute en termes d'épreuves d'effort, bilan, évaluation de la performance, accompagnement traumato, et puis aujourd'hui, avec l'heure, la voile, etc. Enfin, est-ce qu'il y a des similitudes, au contraire des choses qui diffèrent énormément, sans doute? Oui, alors ça diffère dans ce que je vous ai dit, que le corps était la machine. On avait beaucoup d'attention sur le corps. Donc du coup, après chaque entraînement, je passais, c'était kiné ou médecin s'il fallait. Il y avait des bilans sanguins réguliers, des bilans... enfin, je dirais on était beaucoup sur la sensation, mais en effet, dès qu'il y avait un souci, on passait... moi j'avais un kiné proche qui m'a suivi toute ma carrière, mais après il y avait un staff médical, et c'était tout de suite avec le même staff de confiance, et qui connaît surtout bien le dossier et la personne. Et souvent on sait aussi que ce qu'on néglige beaucoup, c'est que quand on va voir un médecin, c'est que souvent là-haut ça ne suit plus, quoi. Et donc il faut aussi que le médecin comprenne à quel moment ça se situe, cette transition entre on demande à souffler, ou le corps demande à souffler, ou la tête. Enfin, donc c'est pour ça que c'est important de travailler avec des gens qui connaissent bien l'athlète. Moi j'avais surtout une kiné qui m'a suivi à l'INSEP beaucoup, et c'était un peu elle qui faisait ce tampon, qui essayait de comprendre, et qui avait ce lien avec le médecin ensuite. À côté de ça, je travaillais aussi avec un ostéopathe qui n'était pas à l'INSEP. C'était encore un peu compliqué à l'époque d'intégrer les ostéopathes à l'INSEP, mais et puis après il y avait des gens, enfin, chacun avec des spécialités différentes, et qui pouvaient intervenir en mésothérapie, je ne sais pas quoi d'autre, mais surtout je pense qu'il y avait un staff principal qui était donc kiné, que je voyais au quotidien, plus un médecin référent qui me connaissait bien aussi. Et derrière, aujourd'hui, s'il y a un parallèle, c'est qu'une fois encore, je crois que quand j'appelle Laure, c'est quand déjà il y a un problème, quoi. Et je vais pas voir un kiné après chaque sortie. Et quand on est beaucoup plus au mal quand il y a un PET, on verra bien, quoi. Voilà. On soigne beaucoup avec mépris plutôt qu'avec réflexion, et parfois c'est un peu tard. Néanmoins, c'est moins traumatisant, on va dire, c'est moins pointu comme geste, on risque moins le claquage, il y a moins de tendinite, et encore parfois sur les coudes. Enfin, c'est une autre approche du corps et de la performance qu'avant. Enfin, et le staff médical, autant dans cette première vie, est extrêmement important, dans l'autre aussi, mais peut-être pas pour les mêmes raisons. On soigne plutôt l'urgence et le problème aujourd'hui sur le bateau, et plutôt que l'anticipation. Moi, je faisais évidemment beaucoup de tests physiques pour voir où j'en étais avant, c'était primordial. Beaucoup de renforcement dans tous les domaines. Aujourd'hui, on fait de la condition physique générale, et après il faut que ça tienne. Alors chacun ensuite plus ou moins, et chacun plus ou moins pointu, hein, mais en gros, quand je suis arrivé dans la voile, moi, sur la Coupe de l'Amérique, je suis arrivé avec mes médecins. D'abord, je n'étais pas spécialement destiné à faire la préparation physique, parce qu'ils avaient embauché quelqu'un qui était... moi j'adhérais pas, parce que c'était pas quelqu'un qui connaissait bien le milieu, ils voulaient quelqu'un qui fasse kiné,
préparateur physique et je sais plus trop quoi, diététicien. Donc évidemment, ils ont trouvé quelqu'un qui était bon en rien, donc ils l'ont pas gardé. Et moi, ils m'ont demandé de m'occuper de la préparation physique parce qu'ils voyaient que je m'entraînais à côté, que ça leur paraissait pas trop mal ce que je faisais. Donc j'ai dit ok, mais je vais appliquer ce que je connais de l'athlète. Donc ils étaient assez surpris. Pourtant, j'étais avec une équipe de 22 marins, tous très sportifs, hein, très très sportifs. Mais quand j'ai commencé à les faire travailler sur des plans d'entraînement, sur la planification sur plusieurs mois, au bout d'un mois, ils sont tous venus en me disant on ne vaut plus rien, on est fatigué, on est nul en développé couché, parce que c'était leur référence, c'était le développé couché. Et je leur faisais faire plein d'autres trucs qu'ils découvraient, donc ils tapaient un peu dans des muscles, des fibres qui ne travaillaient pas, donc c'était fatigué, ils avaient moins bonne sensation. Et j'étais obligé de leur expliquer que c'était des investissements physiques, c'était un travail avec des courbes de forme, et que le pic de forme il était réfléchi 3-4 mois avant, et il n'y avait pas cette réflexion du tout. Et c'était on va à la salle, on fait du sport et on est en forme. Il n'y avait pas une planification sur plusieurs mois avec un squelette précis sur deux ou trois points forts dans l'année avec des pics de forme. Ce qui était pour moi une évidence, évidemment. Dans l'athlète, on fait la programmation, elle part dans l'autre sens. C'est quoi les pics de forme, championnat du monde, un pic de forme en début de saison pour viser un record ou une qualification. Et avant, on sait qu'on est dans le creux, il faut faire avec. Alors parfois, quand on n'est pas bon, on le sait. Parfois, s'il y a des miracles, ça peut arriver. Mais néanmoins, donc à la voile, il n'y avait pas cette culture. Et même s'ils étaient tous très très sportifs, ils faisaient du vélo, la muscu, c'était assez... J'avais pas de problème à les motiver, mais n'empêche, cette culture n'existait pas. Et je pense qu'aujourd'hui, dans la course au large, c'est à peu près ça. Alors chacun, en fin de compte, fait son truc dans son coin, plus ou moins bien organisé, mais la planification et la programmation n'est pas bien... difficile à mettre en place aussi, parce que vous faites une planification alors qu'il y a des sorties prévues en mer sur plusieurs jours, sur des régates. Ça fausse tout. Après, on est obligé de bidouiller beaucoup aussi. Mais aussi, on s'aperçoit qu'il faut être surtout être robuste et dur au mal. Et en gros, ça veut dire être robuste, avoir des lombaires en béton avec un dos qui ne bouge pas et des appuis au sol qui sont le plus ancrés possible. Donc, c'est tout l'inverse à peu près de ce que je faisais avant, où j'étais plutôt à bondir et à avoir les pieds au sol et être bon en haltéro. Donc, moi, j'aime bien travailler en soulevé de terre, en haltéro, sur des appuis un peu qui bougent. Et le haut du corps, on sait qu'il faut être fort, puissant, surtout quand les bateaux, il y a les colonnes de winch, c'est un peu compliqué. J'en ai pas sur mon bateau, mais enfin bref, oui. Il faut être vraiment beaucoup plus robuste, c'est sûr. Et l'écart avec cette première vie dans la préparation physique, il est important. Et je ne pense pas que ça soit non plus faire un entraînement d'athlète qui puisse apporter quelque chose, parce que je pense qu'on serait à côté de la plaque. Mais on a encore, je pense, beaucoup à réfléchir et à penser, je pense, au moins sur la course au large. Surtout avec des nouveaux bateaux, avec les flottes qui sont de plus en plus vite, de plus en plus exigeants. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'aimerais bien savoir les récupérations de sommeil. On dit apparemment que le sommeil est réparateur sur 24 heures. Là, apparemment, c'est parce que vous faites sur les... Sur l'eau, en régate, oui. En solitaire, oui, c'est sûr que c'est... Mais en fin de compte... alors moi, je fonctionne comme ça. Je ne sais pas après comment c'est pareil pour tout le monde, mais c'est très difficile de recréer les mêmes conditions en mer au niveau du bruit, du stress, l'enjeu, etc. Donc c'est même impossible de recréer ça à terre. Néanmoins, on a besoin juste à peu près de savoir où on se situe en capacité de sommeil, et c'est assez individuel, je crois. C'est entre... dire des bêtises, mais c'est entre 6 et 9 heures, chacun se situe là-dedans pour retrouver ses capacités à être à 100%, à se régénérer, etc. Donc il faut à peu près savoir où on se situe en minimum, et moi je sais que sur 24 heures, j'essaie de faire la compta d'heures de sommeil que j'ai pu avoir. Alors, évidemment, de temps en temps, il n'y a pas ce qu'il faut, mais de temps en temps, on peut vraiment faire plus et puis compenser un peu. Le but, c'est de jamais être dans le rouge ou être le moins longtemps possible, parce que plus on y est, moins on peut s'en sortir. Donc être en quête de sommeil n'est pas bon trop longtemps. Alors moi je sais que je fonctionne avec, j'essaie de faire des doubles cycles, un cycle entre 20, 22 minutes, 25 minutes, donc on va en faire 45 minutes de sommeil, un cycle dedans, il y en a un qui est profond, qui marche, et répéter ces siestes-là le plus possible, de jour ou de nuit. Plus de nuit, on sait que ça marche un peu mieux, mais néanmoins c'est toujours avec cette comptabilité par 24 heures, est-ce que j'ai 6-7 heures. Est-ce que voilà, avoir cette réflexion en tout cas. Donc moi j'aime bien faire
noter où j'en suis au bout de 24 heures. C'est vrai qu'au bout de quelques jours, si les conditions sont, on va dire, stables, on arrive à faire un rythme et le corps s'adapte assez rapidement. Et pas besoin de mettre d'alarme. En 2 jours, on se réveille au bout de ces 2 cycles sans aucun problème. Voilà. Non, alors je sais pas ensuite comment font les autres, mais c'est à peu près ça, quoi. En solitaire. De toute façon, on sait que on ne peut pas dormir longtemps. Souvent, il y a des alarmes qui nous réveillent avant ces 45 minutes. Avant ces 2 cycles, parfois il y en a qui font que de 1 cycle, parfois il y a des situations où on peut même faire que du micro-sieste, où c'est dormir 2 minutes, ouvrir les yeux, et puis on va tenir sur des phases compliquées, et après il faut récupérer quand même. Mais alors ça, je crois que chacun a un peu ses petits trucs. C'est un entraînement, puis c'est de l'expérience. Il faut être sur l'eau, vivre ces trucs-là, et en solitaire, donc c'est pas non plus facile, parce qu'il n'y a pas tant de courses en solitaire que ça, mine de rien. Parfait, merci beaucoup. Merci à vous. Du temps pour venir.